Cette année-là, l'automne ne voulait pas finir. Il faisait très doux. Les hommes et les femmes travaillaient dehors en chemise. On n'avait pas rentré les bêtes. C'était bien agréable. Mais pour Anton, le fourreur, c'était une catastrophe. D'habitude, à cette période de l'année, il commençait à faire bien froid et la neige tombait. Les clients venaient acheter les manteaux, les toques. Mais là, personne. Et Anton n'avait pas d'argent d'avance. Les fêtes de fin d'année arrivaient. Comment allait-il faire pour acheter les bougies, les décorations pour la maison, les victuailles pour faire la fête et les cadeaux pour les enfants? La mort dans l'âme, il a décidé qu'on allait vendre Zlaté, la chèvre. Elle n'était plus très jeune et elle ne donnait plus beaucoup de lait. Il allait demander à Luca, son fils, de l'amener chez le cousin, qui était boucher, à la ville. Le cousin en donnerait un bon prix. Le lendemain matin, Luca, le cœur gros, a mis son manteau, a pris son bâton, et puis il est allé chercher Zlaté. Il lui a mis une corde autour du cou. Elle se laissait faire, elle le connaissait bien, Luca. Mais ils avaient le même âge, 12 ans. Luca est parti avec Zlaté au bout de la corde. Les deux petites sœurs pleuraient. La maman avait les yeux rouges aussi. Il était prévu que Luca passe la nuit chez le cousin, parce que la route était longue, plusieurs heures de marche. Ils avançaient, et ils ont marché comme ça plusieurs heures. Puis voilà que tout à coup, le vent s'est mis à souffler, un vent froid, glacial, et le ciel s'est rempli de nuages noirs. Et les premiers flocons de neige ont commencé à virevolter. Luca regrettait de ne pas avoir pris ses gants et sa toque, parce qu'il faisait là de plus en plus froid, et les flocons tombaient de plus en plus gros, de plus en plus épais. La pauvre chèvre rechignait. Mais enfin, pourquoi il l'amenait comme ça? D'habitude, il allait dans le pré avec Luca, et puis elle pouvait brouter l'herbe. Mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi était-elle là, dans le froid, dans la neige? Luca tirait sur la corde. « Allez, viens, Zlaté. Dépêche-toi, il faut qu'on trouve un abri. » Et le vent hurlait, soulevait des tourbillons de neige. Luca se disait « Oh, c'est fini. Nous allons rester là, tous les deux. » Et tout à coup, sur le côté, il aperçut une masse sombre, comme une petite colline. Et il a compris tout de suite. C'était une meule de foin. Ils étaient sauvés. Alors il a tiré Zlaté de toutes ses forces. « Viens, viens !» Il l'a mené jusqu'à la meule de foin, et là, au-dessus de sa tête, il a creusé un trou dans le foin, une niche où il serait à l'abri. Et puis il s'est hissé jusque-là, il a fait grimper la chèvre, et quand ils ont été dans le trou, il l'a agrandi, il jetait le foin. Et quand ils ont été bien installés, il a refermé. Il a laissé juste un petit trou dans lequel il a glissé son bâton. Et là, dans l'obscurité, serrés l'un contre l'autre, la chèvre et Luca se sont réchauffés. La chèvre, elle était ravie. Pensez un peu, une maison où on pouvait manger le plafond, manger le plancher, manger les murs tout autour. Luca, il a sorti le pain et le fromage que la maman lui avait donnés. Et ils ont mangé tous les deux. Et Luca a senti que les pieds de la chèvre étaient pleins de lait. Alors il s'est couché tout contre elle, il s'est mis à la traire, et il a fait gicler le lait, le bon lait doux, sucré, tiède. La chèvre se laissait faire. Elle avait l'habitude. C'est toujours Luca qui venait la traire. Et puis, le ventre plein, ils se sont endormis. Quand Luca s'est réveillé, avec le bâton, il a agrandi le trou pour regarder ce qui se passait. Mais dehors, c'était toujours noir,
et la neige continuait à tomber. Il a pris un peu de neige pour faire boire à la chèvre, et puis il a bien refermé le trou. Et puis le temps a passé comme ça. Il mangeait, il buvait le lait de la chèvre broutait, mangeait le foin tout autour d'elle. Et puis il dormait, il rêvait, et il parlait avec la chèvre. Zlaté, tu te souviens quand tu étais petite, toutes les bêtises que tu as faites. Tu te souviens le jour où le fil à linge est tombé et tu as mangé la manche de la chemise du père. Et tu te souviens le jour où tu es rentré dans le massif de fleurs de la mer et que tu as tout brouté? Personne n'était content ce jour-là. Zlaté, tout à l'heure, quand je dormais, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je montais sur ton dos et qu'on s'envolait tout en haut de la Meule, et qu'on traversait la Meule, et qu'on allait dans l'espace, là au milieu des étoiles, et on arrivait sur la Lune. Et là, sur la Lune, il y avait plein de chèvres de toutes les couleurs qui gambadaient, qui jouaient avec toi. Et tout à coup, on a vu arriver un homme, habillé en blanc, avec un grand couteau. C'était le cousin Zlaté qui te courait après. Oh, mais les chèvres, elles s'y sont mises toutes, à coups de cornes, à coups de tête, et hop là, elles l'ont poussé, et il est tombé de la lune, le cousin, et on l'a vu, qui voltigeait dans l'espace. Et la chèvre répondait, Ma. Et le temps passait. Et enfin, au bout de 3 jours, le 4e matin, quand Luca a ouvert le trou pour regarder ce qui se passait, il a vu un ciel magnifique. La neige s'était enfin arrêtée de tomber. Mais il y avait une belle couche de neige. Ça arrivait presque au niveau de leur trou. Comment ils allaient faire pour marcher? La chèvre, elle avait passé sa tête. Dans le trou, elle regardait, elle aussi, et elle faisait secouer sa barbichette. Bah oui, elle n'allait pas sortir, ça pas question. Luca a vu que le chemin n'était pas loin. Et il a vu au bout, là-bas, un traîneau tiré par un cheval. Alors il a fait des grands signes. Le traîneau s'est arrêté. Et l'homme est venu vers eux. Il le connaissait, c'était un voisin. « Luca, mais comme ils vont être contents chez toi, ils sont tellement inquiets !» Et il les a aidés. Il les a aidés à marcher dans cette neige qui était si épaisse, à marcher jusqu'au traîneau. Et il les a ramenés à la maison. Quel accueil, quelle fête! Tout le monde les croyait perdus. Avec le froid, les clients sont revenus. L'argent ne manquait plus. Mais même s'il avait manqué, plus jamais, il n'avait été question, et il n'aurait été question de sacrifier Zlaté. Parce que Luca avait raconté comment son pelage l'avait réchauffé, comment elle l'avait nourri de son lait. Non, Zlaté maintenant, c'était comme le 4e enfant de la famille. Elle faisait ce qu'elle voulait, elle rentrait dans la maison comme elle voulait. Si la porte était fermée, elle frappait avec ses cornes, avec ses sabots. Et puis elle venait s'installer tout près du poêle. Elle se couchait là. Et Luca venait la voir. Il la caressait et lui disait « Tu te souviens, Zlaté, quand nous étions tous les deux dans le foin ?» Et Zlaté répondait toujours le même mot, la seule chose qu'elle savait dire. « Ma !» Cette histoire que je viens de vous raconter est une adaptation d'une nouvelle de Isaac Bashevis Singer. En cette fin d'après-midi, à la ferme de Chilou, les filles se dépêchent d'avaler leur soupe, car ce soir elles vont à la veillée. La tante Léonie les a invitées.
quelle chance c'est veillée! C'est là qu'on peut rencontrer des galants et s'amuser un peu, car les distractions sont rares en cette époque de l'année. À cette heure, les feuilles, qu'est-ce qui va avec vous à tchète veillaille? Mes grands-mères, on y va seul, les filles du bourg sont invitées chez le Riri. Dame, percez-vous, car on fait déjà bénouer, puis dame, vous en avez bé pour une bounure en passant par la grande route. Mes grands-mères, on va pas passer par la grande route, on va aller à travers champs par le bois des Vinaires. On sera plus vite rendu. Malheureuse, le bois d'Ouvinaire, la nette, on n'est pas sûr. Et puis, dame, au mi-temps du bois, y a tout le gros rochaille fendu. Monsieur le curé, le diteur joue qu'on est une porte de l'enfer. Puis dame, François, l'autre soir, en revenant de la foire, dame, la baie vue d'où lueur, la baie entendue d'où lamentation, puis dame, la sentie, inodure de soufre. Oui, inodure de soufre. Grand-mère, tout ça, c'est des contes pour enfants, c'est pour nous faire peur. Nous, on y est passé bien des fois. Mais en revenant du marché vendre le beurre, jamais on n'a rien vu, rien senti, rien entendu. Et puis le François, il avait bu comme d'habitude en revenant de la foire. Allez, viens, toi, sinon la veillée sera déjà commencée. T'es, parnez de chez lanterne, puis restez bé sur le chemin. Et puis là-bas, faites-nous honneur, tenez-vous bonne, comme dos feuilles bonnes élevailles. Au revoir, grand-mère, à demain. Et les deux filles, bras dessus, bras dessous, s'en vont sur le chemin. La lune éclaire déjà, et avec leur lanterne, elles voient bien. Elles marchent d'un bon pas et se racontent leur histoire de galants. Et puis, elles font des rimes sur les gens du village, sur des chansons connues. Et le temps passe vite car elles marchent d'un bon pas. Les voilà arrivées au bois. Dis, et si c'était vrai ce que raconte grand-mère, hein? Si c'était vrai, mais tu vas pas croire. Ce qu'on dit, c'est fable pour enfants. On y est déjà bien passé. Tu le sais bien. Oui, mais il fait noir. Et là, près du gros rocher fendu, une ombre les interpelle d'une voix engageante. Hé hé, où allez-vous les filles? Et comme ensorcelée, la plus jeune répond. Chez la tante Léonie à la veillée. L'ombre s'approche et à la lueur des lanternes, elle distingue un beau jeune homme, bien élancé, bien habillé, des yeux de braise et une barbichette. Allez, je viens avec vous, dit la voix. Et les prenant toutes les deux par le bras, il les entraîne avec lui sur le chemin. On ne vous connaît pas, dit l'aîné. Qui êtes-vous? On vous a jamais vu par ici. Je suis le Pierre, le cousin du cousin de l'Antoine des vieilles maisons. J'étudie à Paris et je suis venu pour la Toussaint honorer les morts. Ah, Paris. Ah, tu te souviens? On y est allé voir les cousins. Oh, quelle ville, quelle animation, les cafés, les théâtres, le cinéma. Ah, et puis j'aurais bien aimé continuer mes études, étudier moi aussi, mais... Chemin faisant, les trois se racontent, et le temps passe vite. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les voilà arrivés devant chez Léonie. Ils frappent à la porte. Léonie leur ouvre. « Ah, t'es veuve là, en bonne compagnie !» Et aussitôt, on leur fait une place à la table, car la veillée est déjà commencée. Et là,
jeunes et vieux, coupent la paille de seigle à longueur pour en faire des sortes de bouquets. Des sortes de bouquets qui viendront réparer le toit des cochons et de l'écurie le moment venu. Là, le bel inconnu va plus vite que tous. Ses mains volent, virevoltent, on dirait une machine, et les tas de seigle s'entassent devant lui. Toutes les filles le badent. Oh, quelle ardeur, quel feu à ce travail! Mais voilà qu'on doit l'arrêter pour que tous aient un brin de travail à faire aussi. Bien sûr, on travaille, mais on rit, on raconte des histoires, des devinettes, on chante. Et là, le Pierre, quel bout en train! Ces histoires font trembler toutes les filles de la veillée. Et quand il chante, quelle voix! Une voix d'opéra, il aurait pu jouer Faust. Et voilà que, après, la tante Léonie, elle aussi, n'est pas la dernière à raconter et à poser des devinettes. Té, en v'laïenne. Goule en goule, ventre à ventre, sept pattes pine cul. Qu'est au colette? Dame, you sais ja, ito. Oh, moi je sais, dit le Pierre, c'est facile. Gueule dans gueule, ventre contre ventre, sept pattes puis une queue, c'est facile, c'est le chat qui lappe dans la marmite. Bravo, bravo, bravo le Pierre, quel homme, il sait tout celui-là. Après ce travail, tout est fini. Alors on pousse les tables et les musiciens se mettent en place. Voilà, accordéoniste et violonneux qui entrent en danse. Et alors là, tout le monde se met à danser. La scottiche, la gigue, la maraîchine, le branle. Et bientôt, tous chantent pour accompagner les musiciens. Dans le lac de Grandlieu, tous les poissons lèvent la tête. Dans le lac de Grandlieu, tous les poissons lèvent la queue. Tous les poissons, tous les poissons, tous les poissons levant la tête. Tous les poissons, tous les poissons, tous les poissons levant la queue. Les youyous fusent et les sabots claquent. Saute-tu-mo, Marie, saute-tu-mo, saute-tu-mo, Marie, saute. Saute-tu-mo, Marie, saute-tu-mo, saute-tu-mo, Marie, saute. Là aussi, le Pierre fait merveille. C'est lui qui saute le plus haut, c'est lui qui lève les filles et entraîne toute la veillée à sa suite. Ah là là, quelle danse, quelle soirée! Bientôt, tous sont épuisés et réclament une pause. Alors, on remet les tables, les filles sortent les fouasses, les brioches et les gâches du buffet, sans oublier la liqueur, et pendant que le café passe, les hommes sortent dehors se soulager, discuter ou fumer. Les vieux en profitent pour aller se coucher. La veillée sera bientôt finie. Pierre, pendant ce temps-là, lui, emprunte le couloir sombre. Et là, tout au bout, il se met à tousser, 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 si bien que les vieux, juste couchés, se relèvent. On a peut-être besoin d'eux. Alors, la Léonie entrebâille la porte. Et là, stupeur, horreur, malheur, que voit-elle? À chaque quinte de tout, de longues flammes s'échappent du gosier du Pierre. Oh! Elle se retourne vers le Célestin, referme doucement la porte, ils se regardent, se comprennent, se rhabillent, et hop, tout vieux qu'ils sont, sautent par la fenêtre basse, courent vers le presbytère qui n'est pas loin, et là, tambourine à la porte. Monsieur le curé, faut venir chez nous, il y a le diable qui est là. Monsieur le curé, faut venir chez nous, il y a le diable qui est là. Monsieur le curé, encore ensommeillé,
Les cheveux ébouriffés leur ouvrent la porte. Se fait expliquer l'affaire et aussitôt les suit sans oublier son goupillon et son eau bénite. Arrivé à la ferme, tout semble calme. Les filles, les hommes sont rassemblés autour du Pierre. Mais monsieur le curé a l'œil avisé. Et aussitôt, il reconnaît le Pierre à ses yeux de braise. Et bien sûr, il l'asperge encore. Aïe, aïe, ouille, ça brûle, aïe, ouille, arrêtez. Aussitôt, on le ligote. Et monsieur le curé décide de le ramener à la porte de l'enfer. Toute la veillée suit. Arrivé là-bas, monsieur le curé lui ordonne de déguerpir. D'accord, vous m'avez reconnu, vous m'avez bien eu. J'étais venu ici pour chercher une nouvelle épouse. On m'a dit que les Vendéennes étaient belles et bonnes épouses. Bon, je vais partir, mais avant de partir, comment voulez-vous que je parte? En vent? En feu? En eau? Monsieur le curé aussitôt décide qu'il parte en vent et crie à ses ouailles: couchez-vous, face contre terre, attention! Et le diable, tournant comme une toupie, amène un vent d'enfer qui fait trembler la roche, qui la fait trembler si fort qu'elle en tremble encore aujourd'hui. Et on l'appelle depuis la pierre qui vire. Le diable a disparu. Il n'est jamais revenu dans la contrée. Mais vous, si vous allez par là-bas, entre Chaland et Compiègne, la pierre est toujours là, comme pour témoigner de la véracité de mon conte. Et comme on dit là-bas, chez les grands-mères, tche, oh les bévrés, oh les poètes du Montry. Il était une fois, il y a longtemps, dans un pays loin d'ici, une petite ville. Dans cette petite ville, une rue. Et dans cette rue, une échoppe, une pauvre échoppe, celle d'un cordonnier. Il était vieux, il était fatigué, usé par la vie, par le travail. Sa seule joie, c'était sa fille. Ah, sa fille, une beauté comme il n'y en a que dans les contes, mais intelligente, fine, malicieuse. De l'autre côté de la rue, une belle boutique, celle d'un riche commerçant, si riche que, ma foi, il pouvait se permettre de prêter de l'argent à ceux qui en avaient besoin. Oh non, pas par philanthropie, non, non, c'était un usurier. Quand vous lui empruntiez une petite somme d'argent, quand il fallait rendre, si vous tardiez un petit peu, c'était une somme mirobolante qu'il fallait lui rendre aussi, le cordonnier. C'était bien promis, malgré toutes ses difficultés, de ne jamais avoir affaire à lui. Seulement voilà, ce matin-là, quand les huissiers se présentent à la cordonnerie, il n'a pas d'autre solution que de traverser la rue, de rentrer chez le commerçant et de lui emprunter 10 petites pièces pour rembourser la maigre dette qu'il avait. Ne tarde pas à me les rendre. Tu connais mes conditions. Oh oui, il les connaissait, toute la ville les connaissait, les conditions. Je viendrai la semaine prochaine, je te promets, je te rapporterai ton argent. Seulement voilà, pas de clients dans la cordonnerie de toute la semaine, ni des semaines suivantes, et les 10 petites pièces se sont transformées en 100, puis en 1000. Ce matin-là, le riche commerçant, il est venu voir le cordonnier. Alors, mon argent? Et non, je ne l'ai pas. Si tu ne me rends pas cet argent cet après-midi, je te prendrai ta boutique, ta maison, ton jardin, tout sera à moi.
Aussi, quand la fille, elle rentre voir son père, c'est en larmes qu'elle le trouve. Et alors, il lui explique tout ce que nous savons déjà. « Ne t'inquiète pas, père. C'est moi qui vais aller négocier ta dette. » Et elle rentre dans sa chambre. Et quand elle en sort, robe moulante sur les hanches, talons aiguilles aux pieds, petit sac à main à l'épaule, rouge sur les lèvres et colle sur les yeux. Et c'est comme ça qu'elle a traversé la rue, qu'elle est rentrée chez le riche commerçant, qui n'était pas là. Il était dans son jardin. Son jardin, sa fierté. Il s'était fait faire un petit parterre couvert de cailloux multicolores, et c'est là, dans sa chaise longue, qu'il aimait passer l'après-midi. C'est là qu'elle l'a trouvé. Quand il a vu rentrer dans son jardin cette beauté, une idée lui a traversé l'esprit. « Toi, t'es trop belle. Tu es rentrée, mais tu ne repartiras pas. Et alors, jolie fille, qu'est-ce qui t'amène ici ? Oh, ce n'est pas par plaisir que je viens. Je suis la fille du cordonnier. Je viens négocier la dette de mon père. » « Oh, mais tu n'as pas besoin de prendre ce ton catastrophé pour me dire ça. C'est une petite dette de rien du tout. La négocier, mais oui. Et même, que dirais-tu de la négocier en jouant ? Mais oui, en jouant. Tu vas voir, je vais prendre un sac. Je vais prendre 2 petits cailloux par terre, un blanc, un noir, et je vais les mettre dans le sac. Et toi, tu plongeras ta main dans le sac, tu ressortiras un caillou. Alors, si tu sors un caillou noir, la dette de ton père est effacée et tu rentres chez toi. Mais si tu sors un caillou blanc, la dette de ton père est effacée, mais tu restes ici et tu m'épouses. D'accord ? Que pouvait-elle dire ? Mais elle n'avait pas ses yeux dans ses poches. Elle a bien vu le tricheur ramasser 2 cailloux blancs pour les mettre dans le sac. Allez, vas-y, plonge ta main. Sa main tremblait tant quand elle a mis sa main dans le sac, et tremblait encore quand elle a pris le caillou, et tremblait tellement quand elle l'a sorti que « je l'ai fait tomber !»« Comment ça, tu l'as fait tomber ? Mais alors on ne saura jamais celui que tu as tiré !»« Si, qu'à regarder celui qui reste dans le sac. » C'est comme ça que la dette du cordonnier a été effacée. C'est comme ça que la jeune fille est rentrée chez elle, et c'était cette histoire qu'elle a racontée à son amoureux, et ils ont bien ri, comme vous, j'espère. On est à Saint-Louis, dans le Missouri, 1895, Noël. Mr. Police Officer, how can it be you can arrest everybody but Cruel Stackerly, that bad man, oh Cruel Stackerly. Billy the Lion told Stackerly, please don't take my life. I got 2 little babes and a darling loving wife. That bad man, oh Cruel Stackerly. What I care about 2 little babes and a darling loving wife. You done stole my Stetson hat, I'm bound to take your life. That bad man, oh Cruel Stackerly. Tout le monde parle de Stackerly, je vais vous dire pourquoi. D'abord, il est né coiffé. Ça veut dire qu'il va avoir une vie pas comme les autres. Et la sage-femme, dès qu'elle a enlevé le voile, la membrane de la face du bébé, elle a fait un bond en arrière. Ce bébé avait souri, grand sourire et un clin d'œil. Elle a prédit, il va finir mal, il va faire souffrir beaucoup de monde.
et sa mère en première, parce que Stackley est né avec toutes ses dents, et à la tétée, il s'intéressait beaucoup plus à la chair de la femme qu'à son lait. Et il a grandi un beau jeune homme. Et il s'intéressait toujours à la chair des femmes, mais il traînait avec des frivoles, il fréquentait les salles de jeu, il buvait du matin jusqu'au soir. Il s'habillait bien, dépensait son argent pour des chaussures, des vêtements, des bijoux, des chapeaux, surtout les chapeaux. Il avait une grande collection de chapeaux. Mais son préféré, il l'a obtenu de façon curieuse. Je vais vous le dire. Un soir, il rentrait comme d'habitude, ivre. C'était après minuit. Il passait près du cimetière et là, au carrefour, il y avait une sorte de gentleman dans un grand riding coat vert avec, en guise de bottes, il avait plutôt des sabots noirs, un chapeau haut de forme pour cacher je ne sais quoi. Il fumait des cigarettes roulées dans du soufre. Oui, c'était le diable. Il avait un marché pour Stackley. Un beau chapeau. Un chapeau fait avec une peau de panthère mangeuse d'hommes, pelée vivante, teintée avec du sang de bœuf. Mais ce chapeau, pas seulement il était beau, il était magique. Avec ce chapeau sur la tête, il pouvait choisir une autre forme, du plus petit comme une souris jusqu'au plus grand comme un lion. Ça, ce chapeau contre son âme. Et Stackley, il a signé sur le champ. Et avec ce chapeau, il a triché, il a arnaqué, il a volé, il a joué des tours. Et il vivait une mauvaise vie. Tellement mauvaise que le diable s'en frottait les mains. Mais il s'impatientait parce que il voulait récupérer son âme. Par impatience, le diable a décidé de lui tendre un piège. Le diable a pris la forme d'un jeune père de famille, Billy the Lions, et il est entré dans la salle de jeu où Stackley était en train de jouer au dé. « Come on, Seven! Come on, Seven! Ah! Seven! Come on, Cat's Come on, Cat's Ah, Cat's Il gagnait Stackley. Et à un moment donné, il s'est penché pour prendre son argent. Le diable en a profité pour saisir son chapeau, le mettre sur sa tête et partir. Quand Stackley s'est relevé, il voyait son chapeau qui partait sur la tête de ce qu'il croyait être Billy the Lions. Le diable a filé droit dans le bar à côté où il y avait le vrai Billy the Lions accoudé au comptoir, en train de boire une petite bière après une dure journée de travail sur les quais. Il posait le chapeau à côté de Billy the Lions et le diable a disparu. Tout de suite après, arrive Stackley en colère. Il s'arrête dans la porte, il regarde. « Mon chapeau !» Tout le monde s'est arrêté en regardant Stackley qui remplissait le cadre à la porte. « Tu as volé mon chapeau !»« Quoi, moi ?»« Billy Lions, quel chapeau ?»« Ça, je n'ai jamais vu ce chapeau, ce joli chapeau. C'est pas moi. En plus, c'est trop petit. » Mais il a mis sur la tête pour prouver. Mais le chapeau, endiablé, il allait très bien. Il ne pouvait même pas l'enlever. Stackley a dit « Tu as volé mon chapeau !» Il sort son 44. « Tu vas payer. » Oh, Billy Lions, évidemment, il a plaidé pour sa vie, ses enfants, sa femme. Stackley, c'est boom, 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 boom. Goes that 44. When I spied Billy the Lion, he's laying down on the floor. That bad man, oh cruel Stackley. Stackley a tiré. Les balles
on volait partout, on cassait les vitres, la glace derrière le comptoir, les bouteilles. Et une balle a traversé la poitrine de Billy the Lion qui est tombé par terre. Et Stack Lee, il a enjambé le corps sans vie pour ramasser son chapeau. Il a mis sur la tête, allumé une cigare, et il est parti. En laissant des traces ensanglantées de ses bottes sur le plancher. Quand le shérif est arrivé, il a rapidement trouvé la piste de Stack Lee dans la neige fraîche. Mais au bout d'un moment, il n'y avait plus de pas d'homme. Il y avait des traces d'un cheval. Et c'est ça. Stack Lee s'est transformé dans un grand étalon et il est parti dans la nuit. Il a fallu des mois pour le trouver. Le shérif est parti avec ses députés et ils sont arrivés à 2 montagnes. Stack Lee, entre-temps, il avait changé de forme plusieurs fois. Loup, lièvre, puis un aigle. Et il s'est posé entre 2 montagnes, au-dessus d'un lac. Et là, le shérif et son groupe pensaient que c'était là que se trouvait Stack Lee. On a décidé de lui tendre un piège. Un des députés, en fait, c'était une députée, une jeune femme pleine d'audace, qui s'en voulait à Stack Lee parce qu'il avait arnaqué sa famille. Le shérif et les autres députés se cachent. Et la femme va toute seule au bord de l'eau. Elle enlève ses bottes. Elle patauge dans l'eau. Elle chante, elle danse. Elle fait beaucoup de bruit. Et Stack Lee, toujours en aigle, il épie. Ça l'intéresse. Mais pour être discret, il se transforme en rossignol. Allez. Il se pose sur une branche à côté du lac. Il écoute. Et puis elle chante, elle danse, elle patauge dans l'eau. Et elle chante tellement bien que le rossignol aussi, il a envie de chanter. La jeune femme regarde l'oiseau. Elle voit que c'est Stack Lee parce qu'il y a une seule plume sur sa tête, couleur sang de bœuf. Et donc, elle tourne le dos vers le rossignol. Elle se déshabille complètement et elle plonge dans l'eau profonde. Stack Lee, il veut voir ça de plus près. Donc, il se transforme en petit gardon avec une écaille sur la tête, couleur sang de bœuf. Il nage autour, il frétille, il s'excite, et puis, bon, un petit poisson, une jolie femme, ça va pas. Il reprend sa vraie forme d'homme. Et quand sa tête surgit de l'eau devant la femme avec son chapeau, elle s'escaffe, elle attrape le chapeau et elle le lance sur le rivage. Elle pousse la tête de Stack Lee sous l'eau. Alors, Stack Lee, en forme d'homme, c'est un pitre nageur. Mais la jeune femme, elle nage vite. Elle arrive au rivage avant lui. Et quand il sort de l'eau, elle lui jette du sable dans les yeux. Et elle court vers la cachette du shérif. Stack Lee, il est tellement grisé, tellement excité par cette jeune femme et son jeu, qu'il la suit sans s'en méfier et se fait pincer. De retour à Saint-Louis, il va devant le juge. Gentlemen of the jury, what do you think of that? Stack Lee killed Billy Lion for a $5 Stetson hat. That bad man, oh cruel Stack Lee. On l'a jugé, on l'a condamné, mais pas à la mort. Comme voudrait le diable, mais non, à la perpétuité. On l'a mis dans le prison, là, et il est resté des années et des années
il est devenu vieux, il est devenu gros. Mais il est resté tellement longtemps qu'on a fermé la prison. C'était le dernier prisonnier. Un des gardiens s'en méfiait plus de Stackley et un jour, il a laissé toucher son chapeau. Et Stackley, tout de suite, il s'est transformé en tortue. Et le gardien, quand il a vu ça, « Tortue, tu vas pas s'échapper comme ça, hein ?» Mais c'était un gros tortue. C'était une de ces tortues géantes, une de ces tortues qui vit des centaines d'années. Et c'était tellement gros qu'il ne pouvait pas le remettre dans la cellule tout seul. Il a appelé de l'aide, on le poussait dans la cellule. Mais cette prison à Jefferson City, dans le Missouri, ça est devenu un musée. On ne pouvait pas garder une grande tortue là. Donc, on l'a amené au zoo. Il y est toujours. Si vous allez au zoo de Saint-Louis, vous pouvez le voir. C'est le plus gros des tortues géantes. Et il a une tache sur la tête, couleur sang de bœuf. Et en plus, c'est le seul qui fume des cigares et fait des clins d'œil aux femmes qui passent. Et le diable, bon, il attend toujours en fumant ses cigarettes roulées dans du soufre. Standing on the gallows, head held up high, they ain't gonna kill him, and now you know why. That bad man, old Cruel Stackley, that bad man, old Cruel Stackley.